Merci beaucoup d'être venu nous écouter. On est vraiment très contente d'être ici. C'est notre tout premier codeur en scène. Et c'est aussi une première pour nous en tant qu'oratrice à un événement de cette envergure. Donc c'est assez impressionnant, mais c'est cool. On va être ensemble pendant une 50aine de minutes pour parler d'épanouissement au travail. Donc comme l'indique le titre de la conférence, épanoui au travail, yes, no, maybe, I don't know. Et pour ma curiosité personnelle, est-ce que vous avez la référence pour le titre? Si oui, vous pouvez lever la main. Il y a quelques personnes, ok. C'est un clin d'œil à la série Malcolm, dont le générique d'ouverture démarre avec la phrase « Yes, no, maybe, I don't know ». Et on trouvait que c'était assez adéquat pour l'épanouissement au travail, puisque globalement, quand on demande aux gens s'ils sont épanouis au travail, on a des réponses comme ça, du genre « Oui, non, peut-être, je sais pas, c'est compliqué », à peu près autant que pour une relation. Donc c'est marrant. Et on va démarrer en se présentant. Donc bonjour, moi je m'appelle Agnès Maury, je suis développeuse Scala, je suis adepte de facilitation graphique et de pâtisserie et j'adore les chats et je suis fan des jeux vidéo, ou l'inverse, je sais plus. Et moi je m'appelle Andrea Cauchois, je suis passionnée par beaucoup de choses diverses et variées, notamment la psychologie humaine, les outils de développement personnel, tant scientifiques que ésotériques. Et jusqu'à il y a très peu de temps, j'étais développeuse et product owner dans une start-up nantaise qui s'appelle Kipling. Mais depuis, je vole de mes propres ailes vers une nouvelle aventure. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux via Twitter ou nos sites internet respectifs. On aura du temps normalement à la fin de la conférence pour répondre à des questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les noter et on pourra revenir dessus comme ça. Et on va attaquer un peu plus dans le vif du sujet en vous racontant une histoire, le pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui pour vous parler de l'épanouissement au travail. Donc tout a commencé en octobre 2018. On était au DevFest à Nantes et on assistait à une conférence qui s'intitulait « Où sont les femmes ?» On partait du en fait que... il y a assez peu de femmes présentes à des événements tech comme le DevFest et on cherchait un peu des solutions et des pistes pour essayer d'avoir plus de femmes tant dans le public que sur la scène. Et donc en sortant de la conférence, je disais à Agnès, personnellement, moi j'aimerais bien faire une conférence, c'est cool, mais le faire toute seule c'est stressant. Alors je lui ai dit, viens, on fait une conférence ensemble. Et du coup, moi, je lui ai répondu, allez. Donc, on a commencé à chercher ce sur quoi on pourrait discuter. Mais comme on n'est pas dans la même entreprise et on ne travaille pas avec les mêmes technologies, c'était un peu compliqué. Donc, on s'est dit, un talk technique, ce ne sera pas facile. Un retour d'expérience sur notre entreprise, pareil. Donc, on a essayé, on a cherché. Et on s'est rendu compte qu'en 3 ans, toutes les deux, on a eu respectivement 3 et 4 entreprises différentes. Donc on s'est dit, mais pourquoi on a voulu quitter nos entreprises? C'est parce qu'on était en recherche perpétuelle de l'emploi idéal. Et donc c'est comme ça qu'on en est venu à avoir envie de parler de l'épanouissement au travail, un peu en se posant la question de pour quelles raisons on était parti de nos entreprises, qu'est-ce qui faisait qu'on n'y était pas épanoui. Est-ce que nous, on aurait pu changer quelque chose et faire en sorte que ça se passe mieux? Est-ce que l'entreprise aurait pu changer quelque chose pour qu'on y reste? Et c'est de tout ça dont on va vous parler aujourd'hui. De l'épanouissement au travail, donc. Donc un petit disclaimer avant de commencer. Donc on n'est pas ici pour apporter la panacée à tous les problèmes dans le monde du travail. On est juste ici pour apporter nos points de vue respectifs et pour parler de nos expériences dans les entreprises qu'on a pu expérimenter. Et on va s'appuyer sur 2 grands axes principalement. D'un côté, le rôle que peut avoir la structure ou l'entreprise dans laquelle on est. Comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place un environnement qui soit chouette pour qu'on s'y épanouisse. Et d'un autre côté, est-ce que nous, on peut agir pour trouver notre épanouissement dans notre boulot. À commencer donc par le cadre de la structure. Quel cadre ils peuvent proposer pour qu'on s'y sente bien? Donc j'ai commencé à parler forcément de salaire, parce que quand on parle de travail, c'est une activité pécuniaire à la base. Donc c'est vrai que l'argent n'apporte pas le bonheur, mais l'inverse peut être vrai. Si vous êtes sous-payé, vous n'aurez pas envie de vous lever tous les jours pour aller au travail, vous serez moins motivé dans votre travail. On parle souvent d'argent, mais il y a aussi d'autres avantages qu'une entreprise peut proposer. Donc il y a par exemple les RTT, les congés sans solde, la mutuelle d'entreprise qui peut être plus ou moins avantageuse.
Et tous ces éléments-là, en fait, ils sont certes fixés lors de l'embauche, mais ils peuvent évoluer. Donc, notamment quand l'entreprise, elle grossit, donc il y a plus de choses qui sont proposées, mais aussi lorsque vous, en fait, vous changez de poste, que vous évoluez dans l'entreprise, vous avez du coup des avantages, des nouveaux avantages qui se présentent à vous. Un autre élément qui revient quand on pense au cadre de travail qui soit favorable à notre épanouissement, personnellement, je pense qu'avoir des horaires de travail qui sont flexibles, c'est vraiment un plus, puisque pour avoir dans certaines entreprises, pour avoir déjà quitté, être partie de mon travail vers 17h, ça m'arrivait d'avoir des remarques comme ah, t'as posé ta demi-journée ? Ou tout simplement bonne journée parce que je partais à 17h. Et je trouvais ça assez frustrant parce qu'en soi, j'avais pas envie de faire du présentéisme. J'avais déjà fini toutes les tâches que j'avais à faire de la journée. Mais j'avais quand même droit à une remarque parce que j'aurais peut-être dû partir à 18h comme tous les autres. De même, je suis déjà arrivée en retard le matin et j'avais un peu la boule au ventre en fait pour 5 minutes de retard parce que je n'avais pas des horaires flexibles et que je me prenais une remarque alors que 5 minutes, c'est facilement rattrapable sur une journée. Donc proposer des horaires de travail flexibles, pour moi c'est super, enfin à mon sens c'est quelque chose qui est vraiment très chouette. L'entreprise, ce qu'elle peut faire, c'est donner un horaire comme vous pouvez arriver entre 8h et 10h, ensuite partir entre 17h et 19h, puis ensuite les personnes décident d'arriver à l'heure qui les arrange, puisqu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Il y a des personnes qui vont préférer travailler le matin, d'autres qui vont préférer travailler le soir. Donc on peut vraiment vivre à son propre rythme quand on a des horaires de travail flexibles. Et bien sûr, si on n'a pas envie que ce soit flexible, on peut toujours choisir d'arriver entre 9h et 18h de façon fixe. Et sinon, une autre possibilité, c'est de proposer des horaires complètement libres. C'est-à-dire que c'est encore assez rare, mais de dire aux gens, vous avez tels objectifs à atteindre. Donc, peu importe combien de temps dans la semaine vous passez à réaliser vos objectifs, tant qu'ils sont réalisés, faites 10 heures, 40 heures, n'importe. Juste, vous faites ce que vous avez envie de faire. Un autre élément aussi qui me paraît important, c'est de pouvoir faire du travail à distance. Donc globalement, je pense que vous êtes peut-être une majorité de développeurs dans la salle. Je sais pas, il y a des développeurs dans la salle ? Oui, bon, il y en a beaucoup, ok. Donc globalement, nous, ce dont on a besoin, enfin même quand on travaille dans le numérique en général, c'est d'un ordinateur, d'une bonne connexion Internet. Donc travailler à distance, ça permet plein de choses. Déjà de ne pas perdre du temps dans les transports le matin, ou même à pied ou en voiture, n'importe. Ça permet aussi d'être vraiment focus et de ne pas être dérangé quand on a une tâche à réaliser, de pouvoir vraiment être à fond. Moi, je sais que dans mon ancienne entreprise, j'avais la possibilité aussi d'avoir plusieurs jours de télétravail consécutifs, ce qui me permettait de travailler à l'étranger. Et donc, le fait de travailler à l'étranger, ça a cassé un peu la routine et ça m'apportait plus de créativité. Et donc, ça me permettait des fois de débloquer des problèmes que j'avais. Et c'était vraiment très cool de pouvoir faire ça. Donc, si l'entreprise, en tout cas, vous permet de faire du travail à distance, pour nous, on pense que c'est vraiment un plus pour réussir à s'épanouir et vivre à son rythme, prendre des pauses quand on l'entend, travailler plus le matin ou plus le soir. Mais ouais, pour le travail à distance, c'est à peu près ça. Il faut aussi dire que tout le monde n'est pas adapté à cette situation. Il y a des personnes qui ont envie d'être sur place, qui ne supportent pas la solitude et qui ont besoin du contact humain lors de leur travail. Donc ces gens-là, même si c'est mis à disposition, ils ne l'utiliseront pas, mais c'est quand même assez sympa de pouvoir le faire. Donc on a parlé du cadre de travail et maintenant on va parler de l'environnement de travail. Comme on le disait, la distance et la localisation c'est assez important parce que je ne sais pas s'il y a des Parisiens ou des anciens Parisiens dans la salle. Si vous pouvez vous manifester. Il y en a quelques-uns. Oui. Donc moi aussi j'ai habité en Île-de-France et c'est une des raisons pour laquelle je l'ai quitté. C'est que pour moi, faire 3 heures de trajet aller-retour par jour pour aller au travail, ce n'est pas acceptable. Donc c'est mon ressenti, mais selon un baromètre Actineo en 2019, il y a eu une étude qui a été faite sur 1200 personnes qui travaillent dans des bureaux. Ils estiment du coup le temps de trajet en Île-de-France de 41 minutes contre 23 minutes hors Île-de-France, ce qui fait 1 heure en moyenne aller-retour par jour. Et comme moi, 35% des personnes estiment que c'est trop. Après, la distance ne fait pas tout, parce que si vous ne faites que 30 minutes pour arriver dans un endroit qui est paumé, qui n'est pas accessible en transport en commun et que vous êtes obligé de prendre votre voiture, ça n'arrange pas les choses. Donc l'idéal, ce serait d'avoir des locaux qui sont accessibles en transport en commun,
qui soient proches de commodités comme une poste, des supermarchés, un médecin. Parce que si on se fie sur le format classique du travail aux 35 heures, ça ne vous laisse pas beaucoup de temps en fait en off pour aller faire ce que vous avez besoin de faire. Et du coup, il ne faut pas perdre ce temps inutilement dans des transports en commun. Et une petite note aussi sur le remboursement du titre de transport. Toute entreprise est obligée de vous rembourser à minimum à 50% le titre de transport. Donc voilà, lâchez votre voiture, prenez le transport en commun si vous pouvez. C'était l'instant écologie de la conférence. Ensuite, quand on travaille dans des locaux 35 heures, 39 heures, peu importe le nombre par semaine, c'est important que ce soit suffisamment confortable et qu'on s'y sente bien. Donc pour cela, l'entreprise, elle peut proposer des petites choses qui vont être assez banales, mais qui font quand même une différence. Donc par exemple, proposer du thé et du café en illimité, des fruits frais. Aussi avoir une salle de sieste, une salle de repos qui soit dédiée. Avoir un espace vraiment où on peut se couper du travail et vraiment faire une pause et pas rester vraiment toujours en permanence dans le boulot. Et pour le confort, il y avait autre chose. C'est un brevet. Et oui, aussi... pardon, désolée. Et il y avait aussi, ça peut paraître un peu anodin aussi, mais le fait d'avoir une décoration dans les locaux, en fait, c'est chouette. On s'en rend pas forcément compte, mais même pas forcément compte. Mais même le simple fait d'avoir des plantes, en fait, ça met une touche de vert, de bonne humeur. Donc voilà. Donc, comme j'ai vu qu'il y a beaucoup de développeurs, vous savez qu'il faut avoir du bon matériel. Et de façon globale, dans n'importe quel domaine, il faut avoir du bon matériel pour faire du bon travail. Je vous apprends rien. Mais par contre, ce que je peux vous apprendre, c'est qu'avoir du mauvais matériel peut faire perdre jusqu'à 1 heure de productivité par jour. Donc avoir du bon matériel, c'est nécessaire donc pour avoir une bonne productivité, mais c'est aussi pour limiter les problèmes et pour éviter les accidents. Comme je disais, donc, en tant que développeuse, moi je passe tout mon temps devant mon écran, donc j'ai souvent un peu mal à la tête parce que je fixe mon écran de façon permanente. Et il y a beaucoup de choses sur notre environnement de travail qui peut limiter justement ces problèmes. C'est un travail sédentaire, être développeur, et lié à ça, du coup, peuvent survenir des problèmes de santé après un certain nombre d'années à développer. Je laisserai Andrea vous en parler parce qu'elle a travaillé, comme elle le disait, dans une entreprise qui est dans le domaine de la santé. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il faut un setup du développeur, un petit kit de survie. Moi, ce que je peux vous conseiller, du coup, c'est les lunettes anti-reflets bleus, notamment. Il en existe sans correction pour ceux qui n'ont pas de problème de vue, mais c'est assez important pour éviter d'avoir des migraines en fin de journée parce qu'on a fixé trop longtemps notre écran. Des petites choses auxquelles on ne pense pas, comme les relève-pieds, pour éviter d'avoir des problèmes de circulation dans les jambes. Les repose-poignets, pour éviter les tendinites. Et si vous n'aimez pas forcément... si vous avez envie d'utiliser d'autres types de souris, vous avez les souris verticales qui sont assez ergonomiques et qui limitent les problèmes. Et pour les plus courageux d'entre vous, il existe aussi des claviers ergonomiques avec une disposition différente de l'AZERTY ou du QWERTY, comme les Bepo. Donc si vous avez le courage et l'argent de vous lancer, n'hésitez pas. Et il y a aussi les bureaux assis debout qui nous permettent de travailler, même que ce soit assis, que ce soit debout, avec des chaises ergonomiques qui souvent sont sous la forme d'un tabouret. Donc ça permet d'être un peu debout, de s'asseoir, de se reposer. Et c'est vraiment mieux pour la colonne, en fait, sinon on a facilement des problèmes de dos à force d'être assis toute la journée. Mais le mieux, c'est quand même l'activité physique et marcher régulièrement. On va maintenant vous parler de l'organisation de la structure dans laquelle vous êtes. L'organisation, c'est un point qui est quand même assez important sur les différents projets sur lesquels on va travailler. Donc globalement, il y a plein de méthodologies de travail différentes. On parle d'agilité, de Scrum, de Kanban, plein de choses. On n'en préconise pas en particulier puisque ça va dépendre vraiment de la structure dans laquelle vous êtes, du nombre de personnes qui sont sur le projet. Donc c'est vraiment à chacun et chacune de voir qu'est-ce qui est le plus adapté dans son entreprise. Mais c'est vraiment important d'avoir une bonne organisation dans les projets. Et donc pour avoir du recul, en fait, pour savoir si c'est vraiment performant et intéressant, c'est vous poser les questions. Est-ce que vous avez le temps d'apprendre en fait quand vous êtes sur des projets? Est-ce que vous avez le temps de faire des rétrospectives? Est-ce que vous avez le temps de voir qu'est-ce qui était bien, voir qu'est-ce qui était moins bien? Et comment est-ce que vous montez en compétence sur les différents projets sur lesquels vous êtes?
Donc si l'entreprise peut proposer des formations, éventuellement si vous n'êtes pas confortable avec telle ou telle technologie, c'est assez cool. Et c'est à peu près tout pour les projets. Donc vraiment, avoir une bonne communication dans l'équipe. Et si vous savez pas, si vous voyez par exemple qu'il y a des problèmes d'organisation dans les projets, mais que vous n'avez pas d'idée en fait de comment faire bouger les choses, mais que vous êtes capable de cibler qu'il y a des problèmes, dans ce cas-là, vous pouvez en parler en fait par exemple à un manager, et lui pourra vous aider à résoudre les problèmes. Alors du coup, le manager, c'est un point qui m'intéresse beaucoup. Donc je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai été dans une entreprise où tout allait bien. Le produit était innovant, il apportait un véritable plus à la société. Les technologies utilisées me convenaient parfaitement. Le projet était génial et mes collègues faisaient de mon quotidien un plaisir. Le seul petit point noir, c'était le manager. En fait, il ne faisait pas son travail, pour faire court. Pour moi, du coup, le manager, c'est le liant et la pierre angulaire dans l'équipe. S'il ne fait pas son travail, tout s'écroule. Et comme tout manager, il paraît inaccessible, donc on a beaucoup de difficultés à lui parler, notamment pour lui parler de problèmes. Et du coup, le problème du coup peut s'envenimer et ne jamais se résoudre. Et c'est pour ça qu'il faut absolument communiquer, si possible avec lui, si c'est pas possible, avec ses autres collègues qui peuvent du coup aiguiller sur la situation. Et si vraiment on n'arrive pas à résoudre le problème, en parler au supérieur. Par contre, concernant ces discussions, il faut absolument préparer en amont. Il ne faut pas arriver en disant ça va pas, ça va pas. Non, il faut essayer d'être constructif, essayer d'apporter des pistes d'évolution, d'apporter des solutions si possible, et surtout d'être factuel dans ces échanges pour éviter justement qu'il y ait des problèmes et que ça crée un suraccident entre guillemets. Donc oui, soyez factuel dans vos échanges, essayez le plus possible d'être droit dans vos bottes pour éviter justement qu'on vous reproche des choses. Voilà, tout le monde sera content dans ce cas-là. Donc maintenant, après avoir parlé d'un sujet assez lourd, on va parler d'un sujet un peu plus léger, les collègues. Donc les collègues, c'est quand même des gens avec qui vous allez passer plus de 7 heures par jour. Donc c'est quand même nécessaire de les supporter et c'est quand même un plus indéniable de les apprécier. On est d'accord qu'on ne va pas au travail pour se faire des amis, mais voilà, ça peut aider. Parce que si vous avez des problèmes en fait qui surviennent sur votre lieu de travail, vos collègues, ça va être les premières personnes qui vont être concernées et qui pourront potentiellement vous aider. Donc avoir une bonne ambiance, ça passe par des moments pendant les heures de travail, donc à la pause café, à l'espace détente ou alors repas. Mais l'entreprise peut aussi apporter des moments de bonne humeur en organisant des événements officiels comme des séminaires, des ateliers de team building, mais aussi des moments un peu moins officiels comme des after-work, des apéros, pour essayer justement d'alimenter cette bonne ambiance dans l'équipe. Et avoir une bonne ambiance dans une équipe, ça passe aussi par une bonne communication. Donc c'est important qu'on se rende compte qu'on est tous responsables de l'ambiance en fait, qu'on crée au travail, que la communication, il faut qu'elle soit bienveillante, non violente. En fait, quand il y a un problème, on est tous ensemble dans la ça bug un peu. On est tous ensemble dans la barque. Pardon. Et donc en fait, quand vous vous adressez les uns avec les autres, posez-vous la question est-ce que vous allez faire des remarques à quelqu'un dans l'idée de, par exemple, pointer du doigt quand il y a un problème, chercher un responsable, ou vraiment essayer de voir comment est-ce qu'on peut évoluer les uns avec les autres, comment on peut grandir. Donc privilégier vraiment une communication qui est bienveillante. Ce sera bénéfique pour tout le monde au final. Sinon, ce que l'entreprise elle peut faire pour améliorer la communication interne générale, c'est proposer par exemple un blog interne ou une newsletter interne qui va permettre de fédérer un peu les équipes, d'avoir une transversalité sur l'ensemble des éléments qui se passent dans l'entreprise, que tout le monde se sente impliqué et qu'on ait un peu plus un sentiment d'appartenance à un groupe en fait, et qu'on se sente vraiment intégré dans l'entreprise. Parce que oui, du coup, comme tu disais, la newsletter aide à avoir de la reconnaissance parce que c'est pas forcément gagné. En tant que développeur, je reviens toujours à ça, je suis désolée. Hein. Mais au niveau de la reconnaissance, on se place assez bas parce que du coup, on a souvent du mal à faire comprendre l'intérêt qu'a de le développement dans une entreprise.
Je dis souvent qu'on est les petites mains de l'ombre, les développeurs back-end. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément l'impact direct qu'a nos développements sur le produit final. Et comme je le dis souvent aux personnes qui sont externes du coup, au monde du numérique, notre travail aux développeurs back-end, de façon globale, c'est de construire, développer et maintenir les briques techniques. Alors du coup, ça fait joli sur le papier, mais ces briques techniques, les gens, des fois, ils connaissent même pas leur existence, et encore moins leur fonctionnement, du coup. Donc au niveau de la reconnaissance, on se place assez bas dans l'échelle. Et du coup, pour pallier à ce genre de problème, en fait, il suffit juste de communiquer, de parler à tout le monde. Je vais vous raconter une petite anecdote, encore. Une fois, dans une de mes anciennes entreprises, le directeur général est venu voir le responsable technique en disant « Mais je comprends pas, le produit il est en retard, qu'est-ce qui se passe ?» Parce que de toute façon, je cite, « Ce que vous faites, c'est juste des plus et des moins. » Donc voilà, on se place au niveau du respect, on se place assez bas. Ce qu'il faut retenir de cette anecdote, c'est que c'est souvent dû au fait que les gens ne connaissent pas votre domaine de travail. Et il y a une énorme méconnaissance qui voile en fait le respect et la reconnaissance qu'on vous doit. Donc pour pallier à cet obscurantisme, comme je disais, il faut communiquer, donc partager sur ce que vous faites, justement écrire des articles dans la newsletter, vulgariser au maximum pour qu'on vous donne la reconnaissance que vous méritiez. Il y a un petit truc assez ludique que j'ai mis en place dans mon entreprise, c'est les vies ma vie. Donc pendant une demi-journée, une journée, vous allez vous mettre à côté de quelqu'un, regarder ce qu'elle fait, voir toutes les petites tâches quotidiennes qu'elle a, les problèmes qu'elle rencontre, et vous rendre compte du coup que ce que vous voyez de son travail, c'est pas juste, son travail, pardon, c'est pas juste ce que vous voyez depuis l'extérieur. Par exemple, maintenant, je sais qu'être un commercial, c'est pas juste passer des appels. Donc, c'est aussi se faire rembarrer parce que les gens ne répondent pas aux appels, mais aussi énormément d'administratifs. Donc, pareil, si quelqu'un vient faire un vie ma vie avec un développeur, ils se diront pas, bah, du coup, être développeur, c'est juste taper des lignes de code. Une autre chose qui est assez importante pour avoir un environnement chouette dans une entreprise, c'est vraiment travailler d'une certaine façon sur la culture d'entreprise, puisque la culture d'entreprise, c'est pas avoir des nerfs dans l'open space, avoir un baby-foot, des bières dans le frigo. En fait, la culture d'entreprise, c'est vraiment connaître les valeurs d'entreprise, savoir vers où l'entreprise elle a envie d'évoluer. Et aussi, en fait, ça commence déjà par le recrutement. Recruter des personnes en tout cas qui vont correspondre à l'équipe, à l'entreprise et qui vont vraiment répondre aussi et coller avec ces différentes valeurs. Donc l'entreprise peut déjà se demander c'est quoi les valeurs qu'on a envie d'apporter et ensuite se poser la question aussi de comment ça se passe pour une personne qui rejoint l'équipe demain. Est-ce que l'entreprise elle est inclusive? Est-ce que n'importe quelle personne se sentirait bien en arrivant demain dans l'équipe? Est-ce que c'est accessible ou au contraire est-ce que c'est un peu pas accessible? Donc c'est ça qui fait la culture d'entreprise au final. Et aussi se dire du coup que est-ce qu'il y a des procédures, justement un onboarding qui est prévu quand une personne arrive dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a un petit tour des locaux qui est prévu, une présentation des équipes? Et de savoir du coup quand une personne arrive dans l'entreprise, est-ce qu'elle sera bien accueillie du coup? Donc là, on avait vu dans un premier temps toutes les choses que l'entreprise peut prendre à sa charge pour créer un environnement qui puisse être favorable au bien-être des différents collaborateurs. Et d'un autre côté, on a nous notre rôle à jouer aussi pour se sentir bien dans notre travail, puisque même si l'entreprise elle met en place plein de choses pour qu'on s'y sente bien, si nous à un moment donné on fait pas non plus un travail sur soi pour savoir qu'est-ce qui nous correspond vraiment et comment réussir à être acteur aussi du bien-être au travail, ça peut être compliqué vraiment de se sentir épanoui. À commencer par le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce syndrome, mais c'est cette idée en fait de penser qu'on n'est pas à sa place, qu'on est dans le poste qu'on est parce que c'est une succession de chances un peu et que c'est pas du tout dû à notre réussite. Et en fait, quand on fait face à ce syndrome, on peut se sentir assez mal dans son travail parce que tous les jours, on va avoir le sentiment que demain, peut-être que ce soit un collègue, un chef, peu importe, quelqu'un va se rendre compte qu'on est complètement incompétent et qu'on n'a rien du tout à faire dans notre poste. Alors qu'en fait, c'est une chose qui peut être travaillée uniquement par nous-mêmes, la légitimité. Parce qu'à aucun moment, quelqu'un pourrait venir vous voir avec un super beau papier cadeau et vous dire bah tiens, moi je t'offre ta légitimité. Puisque la légitimité, en fait, ça se prend et c'est à partir du moment où vous acceptez de l'être que vous serez légitime. Donc pour travailler sur ce syndrome, en tout cas si ça vous parle et que vous y faites face,
Vous pouvez demander des retours en fait aux personnes qui vous entourent, que ce soit des proches dans un premier temps, ou ça peut aussi être vos clients, vos collègues, vos supérieurs, pour savoir où est-ce qu'elles sont vos forces, avoir du recul en fait sur vous-même, puisqu'on est souvent très sévère avec soi-même, alors que les personnes vont être plus factuelles et vous dire quelles sont vos compétences, où est-ce que vous pouvez vous améliorer. Et si vraiment vous êtes encore trop inconfortable, vous pouvez aussi faire des formations, parce qu'en soi, rien n'est impossible, c'est un peu bateau de dire ça, mais tout se travaille en fait, tout s'entraîne, et c'est vraiment à vous de prendre votre légitimité, de vous accepter et de reconnaître la valeur que vous avez dans votre travail. Et c'est comme ça en fait que vous obtiendrez plus de satisfaction aussi avec vous-même. Un autre élément aussi pour se sentir bien dans son travail, c'est de connaître ses aspirations, savoir en fait qu'est-ce qui nous rend heureux dans notre travail, qu'est-ce qui fait qu'on s'y sent bien. Réfléchir aussi à quels sont vos différents talents et quels sont les besoins du monde auxquels vous avez envie de contribuer. En fait, à partir de ce moment-là, c'est quelques questions qui vous permettent de créer un peu l'emploi qui vous est sur mesure. Et quand on a un emploi sur mesure, c'est à ce moment-là qu'on se sent bien en fait et qu'on est épanoui dans notre travail. Donc apprenez à vous connaître en fait, posez-vous des questions, demandez-vous où est-ce que vous avez envie d'aller et est-ce que l'entreprise dans laquelle vous êtes, elle vous permet justement de réaliser ces différentes envies, ces différentes évolutions. Donc comme je le disais tout à l'heure, quand quand vous arrivez dans une entreprise, il y a un certain nombre d'avantages qui vous sont proposés et vous pouvez quand même les retravailler, ils ne sont pas figés. Votre formule de travail peut changer à tout moment. Vous pouvez demander un entretien avec votre RH, votre supérieur, votre manager et du coup retravailler ces avantages. Ça peut être lors de l'entretien annuel, même s'il n'est pas obligatoire dans le code du travail, il est de plus en plus courant dans les entreprises, notamment dans le numérique. Et vous pouvez aussi demander, si ce n'est pas en place, un entretien personnalisé. Donc pendant cet entretien, forcément, vous pouvez demander une augmentation de salaire, c'est le premier truc auquel on pense, mais vous pouvez aussi demander d'autres avantages. Il ne faut pas rester fermé, on peut aussi demander à changer de formule de travail concernant les horaires, concernant le poste, etc. Et justement, quand on veut changer de formule de travail, en fait, c'est tout en apprenant à se connaître. Donc, par exemple, moi, je sais que personnellement, j'ai pas forcément envie de travailler 35 heures la semaine. Donc, ce qui peut être négocié, c'est de demander à travailler à 80%. C'est une formule qui est possible, en fait, pour avoir plus de temps pour soi, trouver un équilibre de vie privée et pro qui soit chouette. Il y a aussi la possibilité, en fait, il y a plein d'emplois qui sont assez récents, assez nouveaux et assez personnalisés. Je pense notamment à tout ce que offre le remote working, donc la possibilité d'être digital nomade, cette idée de voyager en fait à travers le monde et travailler complètement à distance. Donc il y a des personnes qui trouvent un équilibre là-dedans et c'est ça la formule de travail qui leur convient. Ça peut aussi être d'être slasher, slasheuse. Donc c'est des personnes qui vont choisir de cumuler plusieurs emplois par choix, parce qu'ils aiment bien faire plein de choses différentes et qu'ils n'ont pas envie de se définir uniquement par un seul poste. Donc vous pouvez réfléchir en fait à quelle formule de travail vous correspond le mieux. Et il y avait une étude qui avait été faite par Dell Technologies en 2017 qui disait que 85% des emplois qui existeront en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc entre 2017 et 2019, il y en a peut-être plusieurs qui ont déjà été créés, mais on peut imaginer que d'ici là, en fait, d'ici 2030, vous allez peut-être avoir un choix à faire, choisir entre vous mettre dans un poste qui potentiellement aura été créé et vous dire bon ok, celui-là il est peut-être pas trop mal, je vais dedans, ou alors au contraire réfléchir dès maintenant et vous dire ok, moi c'est quoi mon poste idéal, qu'est-ce que je veux y trouver, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi le nombre d'heures que j'ai envie d'avoir dans la semaine, est-ce que j'ai envie que ça me passionne, est-ce que je veux que ça ait du sens, et à ce moment-là en fait vous-même créez ce poste qui n'existe pas encore, faut vous y sentir vraiment très bien quoi. T'avais autre chose à rajouter? Je sais plus. Donc du coup, vous avez réfléchi à tous les éléments dont on a parlé avant, vous êtes dit qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas, et forcément, il est légitime du coup de se poser la question, est-ce que c'est normal de rester, est-ce que je devrais plutôt m'en aller? Donc au début, vous allez vous dire, mais non, c'est pas forcément bien, je vais rester, vous allez relativiser, et vous allez peser le pour et le contre. Et dans le camp des contre, il y a la résilience. La résilience, en fait, c'est cette idée de dire que si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas vraiment, mais que vous n'avez pas envie d'en sortir,
Et ben, dans ce cas-là, il faut réussir à l'accepter pour faire en sorte que ce soit plus pesant et que ce soit plus un poids pour vous. C'est-à-dire que pour ça, en fait, vous pouvez voir les avantages et les inconvénients que vous avez dans votre travail, puisque quoi qu'il arrive, il y aura toujours des inconvénients, et on ne peut pas dire que ce sera parfait. Mais vous pouvez voir en fait comment ces différents inconvénients, ou toutes ces tâches que vous n'aimez pas faire, elles sont à votre service pour tous ces moments en fait où vous aimez travailler sur d'autres tâches. Donc peser le pour, le contre, regardez comment est-ce que, je ne sais pas si par exemple vous n'aimez pas l'administratif, si vous êtes indépendant, bah, finalement bosser sur l'administratif c'est hyper important pour avoir toute la liberté dont vous avez besoin. Donc c'est avoir une vision équilibrée en fait de ce qui est positif, négatif, et accepter le négatif pour tout le positif en fait, qu'on a. Ouais, c'est ça, accepter la situation. Donc, je vais vous parler de situations dans lesquelles je ne me trouve pas, mais il se peut que vous ayez des enfants, que vous ayez une femme ou des parents à charge, ou les trois, hein, tout va bien. Il se peut aussi que vous ayez des prêts ou vous comptiez en faire, et auquel cas, en fait, vous êtes un peu pieds et mains liés. Vous ne pouvez pas quitter votre CDI comme ça. Du coup, ça va être un argument de poids dans la balance. J'en trouve. Donc voilà, tous ces éléments en fait peuvent faire en sorte que vous ne voulez pas quitter votre entreprise. Mais ça rejoint en fait l'idée de peser le pour et le contre. Donc ces éléments en fait font que vous pouvez pas vous permettre de ne pas avoir de salaire pendant un certain temps. Mais en fait, il y a des possibilités comme les ruptures conventionnelles, par exemple, si vous avez envie de partir d'une entreprise, mais que vous avez besoin d'avoir un peu de chômage en fait avant de faire une transition. Et c'est peser le pour et le contre, toujours, oui, de la situation perso. Est-ce que c'est plus important d'être épanoui dans votre travail ou d'avoir le confort en fait qu'apporte c'est dans la situation classique, mais le confort qu'apporte par exemple un CDI. Et en fait, à ce moment-là, finalement, si la situation personnelle c'est vraiment important pour vous et que vous voulez, c'est privilégier finalement et se dire bon bah ok, je reste dans cette situation, mais en même temps c'est vraiment pour mon bien, parce que j'ai mon prêt à rembourser, etc. Mais à ce moment-là, en fait, ça n'empêche pas que vous pouvez quand même oser demander en fait à l'entreprise, si vous êtes dans une entreprise en tout cas, de changer la formule de travail avec laquelle vous êtes pour que ça vous convienne un peu mieux. Donc, vous avez pesé le pour et le contre, et finalement, en fait, vous avez plus d'arguments pour ne pas rester dans votre entreprise et vous décidez de passer à l'action. Donc vous faites ça correctement, vous posez un rendez-vous avec votre supérieur, vous respectez la période le préavis de départ qui est en général de 3 mois pour les non-cadres et 1 mois pour 3 mois pour les cadres et 1 mois pour les non-cadres dans le monde du numérique. Vous agissez de façon intelligente, vous demandez du coup soit de démissionner, soit un autre contrat de rupture de contrat. Une autre méthode de rupture de contrat, comme on le disait, il existe la rupture conventionnelle et il ne faut pas partir du principe qu'on va vous dire non, parce qu'en fait, si vous ne vous sentez pas bien dans votre travail, c'est avantageux ni pour vous ni pour l'entreprise. Et c'est pour ça que cette option a été créée, pour éviter de créer de la frustration des deux côtés. Oui, puisque comme elle le dit, en fait, quand c'est satisfaisant, en fait, quand ce n'est pas satisfaisant pour nous, finalement, on ne crée pas non plus de valeur pour l'entreprise. Donc, ils ont tout intérêt aussi à nous laisser partir. Et c'est vrai qu'on pense souvent que l'entreprise va dire non, c'est pas possible. Alors qu'en fait, partir, en tout cas en bon terme, c'est hyper positif. Puisque je pense surtout aux côtés de l'entreprise, où si moi je pars demain d'une entreprise, mais avec une rupture conventionnelle, je sais que si je pars en étant satisfaite de l'expérience que j'ai vécue, même si je m'en vais, finalement, je serai une bonne pub pour l'entreprise, j'aurai envie de continuer à les recommander et j'aurai envie de continuer à dire aux gens, eux, ils sont vraiment chouettes, ils méritent de grandir. Alors que si ça se passe pas bien et que c'est un peu une, entre guillemets, crispation, on n'est pas non plus une bonne pub pour l'entreprise, elle aura peut-être plus de mal à recruter des développeurs après. Enfin, c'est plein de choses comme ça et qui peuvent aussi être mis en avant si vous souhaitez négocier une rupture pour partir de votre travail. Donc voilà, osez demander aussi une rupture conventionnelle si besoin. Donc oui, la démission n'est pas la solution, mais c'en est une. Une fois que vous avez décidé de démissionner, du coup, votre entourage peut être amené à avoir certaines réactions qui ne sont pas forcément agréables. Donc du côté des réactions non agréables, je sais que personnellement, quand j'ai quitté un CDI pour rien du tout, parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire après, mes proches étaient assez réticents avec cette idée,
parce que pour eux, je quittais vraiment le confort que j'avais du CDI, un schéma classique où j'avais tout pour être heureuse, même si ça ne me convenait pas. Et j'avais un peu cette pression sociale qui me forçait presque à retrouver un autre emploi immédiatement, alors que j'avais vraiment besoin de prendre du recul et me poser toutes ces questions de comment faire pour être plus épanouie dans mon travail. Donc c'est possible que votre entourage soit réticent et ne vous soutienne pas dans votre démarche. Mais en fait, c'est ok, c'est juste qu'ils projettent sur vous leurs propres peurs, leurs propres envies, leurs propres rêves. Et du coup, c'est complètement ok, en fait, d'oser s'affirmer et d'aller vers ce qui nous inspire. Parce que c'est pas facile non plus d'aller dans un poste pour faire plaisir à notre entourage, mais finalement vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Après, bien sûr, l'entourage peut aussi être ultra positif si au contraire on ne vit pas bien la séparation avec une entreprise ou n'importe quelle situation professionnelle. Et s'entourer aussi, ça peut être important, notamment pour peser les pour et les contre, de se dire je suis partie ou alors est-ce que je retrouve un job direct. Ça peut être une source de soutien qui est vraiment hyper importante pour ne pas s'isoler, puisqu'il y a des cas où les personnes sont au chômage et au contraire le vivent très très mal et s'isolent et peuvent tomber un peu dans des déprimes. Pour finir, je voulais parler de la vision qu'on a en France de la démission. Souvent, quand quelqu'un vous demande « Hey, tu deviens quoi du coup après tout ce temps ?» vous allez répondre je travaille dans telle entreprise et je suis à telle ville. Je suis dans telle ville, pardon. Donc on se définit très souvent par notre travail et le fait de ne pas avoir de travail nous rend un peu des rebuts de la société, entre guillemets, pour exagérer. Donc du coup, le fait de quitter une entreprise, c'est vraiment de quitter ce format classique et c'est souvent vu comme quelque chose de très négatif. Aux États-Unis, ils n'ont pas du tout la même vision de la démission, du travail non plus, mais ça, c'est pas le sujet. Et pour eux, en fait, quand on quitte une entreprise, c'est une aventure qui se termine, et puis on tire les points positifs, les points négatifs, et puis c'est tout. Et c'est la vision qu'on devrait aussi avoir, en fait, parce qu'une expérience professionnelle, en fait, comme son nom l'indique, c'est une expérience. Donc, elle a une date de début, elle a une date de fin, et c'est juste une page de son histoire professionnelle qui se tourne. Il faut pas mettre de pathos dans tout ça. Donc, pour cela, oui, il faut aussi que les deux parties, l'employeur et l'employé, agissent de façon intelligente. Donc l'employé, il ne part pas comme ça du jour au lendemain, il respecte les démarches administratives, il pose son préavis, il part pas sans laisser de choses inachevées ou alors il documente le plus possible. Et l'employeur, de son côté, il a bien écouté les demandes de l'employé, il a proposé un départ à l'amiable, il a bien négocié ce qu'il fallait, et surtout, il ne tient pas rancœur en fait du départ de l'employé. Idéalement, en fait, ma vision de l'entreprise, c'est que quand je quitte une entreprise, j'aimerais bien qu'ils me disent, tiens, si par exemple tu veux retravailler dans un domaine semblable, je te propose telle ou telle entreprise. Mais pour le moment, c'est pas le cas dans les entreprises en France. Ou en tout cas, on ne l'a pas encore expérimenté, du moins, on n'a pas eu cette chance. Voilà. Donc, pour résumer tout ce qu'on a dit, les points que l'entreprise doit apporter pour qu'on se sente épanoui au travail, c'est d'être flexible sur les horaires de travail et sur les lieux depuis lesquels on peut travailler, de proposer des locaux accessibles en transport en commun, proposer un environnement de travail adéquat et agréable, être à l'écoute de tout ce que les employés pourraient apporter, embaucher des personnes qui correspondent à la culture d'entreprise et surtout favoriser une communication bienveillante. Ensuite, nous, personnellement, comment est-ce qu'on peut faire pour se sentir plus épanoui dans son travail ? Déjà, on peut s'accepter et estimer notre propre valeur, réussir à construire une formule de travail qui va vraiment nous correspondre. Ensuite, oser demander, oser mettre en place des actions, oser faire des choses qui changent et être force de proposition. Donc, demander, en fait, ça coûte rien finalement, donc vraiment oser. Connaissez vos valeurs aussi et vos différentes aspirations. C'est comme ça que vous arriverez à créer un emploi qui soit sur mesure pour vous et qui vous permettra de libérer votre potentiel. Et aussi, communiquer et puis entourez-vous des bonnes personnes, j'ai envie de dire. Et dans le cas où vous pensez au départ, pensez à bien peser le pour et le contre, ne prenez pas de décision hâtive et osez partir si rien n'a marché, parce qu'en fait, si vous ne vous sentez pas bien dans votre travail, il ne faut pas rester pour d'autres personnes, parce que c'est vous qui ressentez votre mal-être. Donc voilà, merci beaucoup à tous.
Il nous reste environ 10 minutes pour répondre à des questions, 5 si vous en avez. Non, c'est 10. Il nous reste 10 minutes si vous avez des questions, si vous avez des retours, si vous avez envie de vous exprimer aussi sur votre vision à vous du travail idéal ou de l'épanouissement au travail. Il y a une question là-bas. Alors, c'est bon, ça marche? Ouais. Ok. Alors, merci pour ce talk. Je pense que c'est un retour d'expérience personnelle sur des choses que vous avez dû vous vivre ces derniers temps. Et moi, j'aimerais vous poser une question sur, qu'est-ce que c'est pour vous l'accomplissement personnel? Et est-ce que c'est quelque chose qui est important dans le cadre de tout ce que vous avez montré? Parce que vous en avez parlé un tout petit peu avec la reconnaissance, avec, je ne sais plus c'était quoi les autres trucs, mais chercher ses aspirations, etc. Alors qu'est-ce que c'est pour vous l'accomplissement personnel et à quel point c'est important en fait dans le contexte de l'épanouissement? Donc ta question, si je la reformule ou je la répète, c'est qu'est-ce que l'accomplissement personnel à notre sens et comment est-ce que ça impacte la vision du travail qu'on a? L'épanouissement dans le travail, oui. Comment ça impacte l'épanouissement au travail? Tu veux répondre Je te laisse répondre. Super. Merci du cadeau. Ok. L'accomplissement personnel, du coup, tu poses la question par rapport à chacune d'entre nous, oui, puisque forcément, c'est quelque chose qui est complètement personnel. Moi, ma vision de l'accomplissement, en fait, je saurais que je me sens accomplie, en tout cas dans mon métier, je pense, quand j'aurai trouvé la formule de travail qui me correspond vraiment, et moi, quand j'aurai suffisamment de sens, en fait, dans ce que je fais. Quand je me lèverai le matin et que je me lève le matin et j'ai du sens dans ce que je fais, mais je veux dire, quand je me lèverai le matin et que je sais pourquoi je fais les choses, que je sais que l'impact que j'ai sur le monde, il est positif, et que je suis vraiment satisfaite, en fait, avec ce que je fais. Donc, ouais, pour moi, c'est ça. Ça répond à ta question ou pas? La première partie. Ok, ouais. La deuxième, excuse-moi, c'était à quel point c'est important dans l'épanouissement? Pour moi, c'est hyper important. Parce que, comme pour moi, la carrière, c'est quelque chose qui a beaucoup de place dans ma vie. C'est une de mes valeurs hautes, on va dire. J'ai vraiment envie de faire quelque chose qui me plaît. Et j'ai pas envie de me satisfaire de trouver juste un travail alimentaire. Donc pour moi, me sentir accomplie dans mon travail, je sais pas si accomplissement c'est vraiment un mot qui me parle parce que je pense que c'est quelque chose qui se travaille toute la vie. Il n'y a pas un moment où je vais me réveiller et me dire c'est bon, je suis accomplie. mais donc en tout cas, ouais, pour moi, c'est hyper important en tout cas. Ça répond quand même à ta deuxième question? Oui. Ou c'est trop vague? Non, c'est très bien. Merci. Ok, cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-bas? Okay. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour la conférence, très très bien. Il y avait encore un point où je ne sais pas si vous avez pensé à en parler, c'est la stigmatisation de la différence entre les freelances ou les prestats et les CDI. J'aimerais bien en parler un petit peu. C'est vrai que, par exemple, moi je suis développeuse Scala. Le Scala, c'est pas très très répandu. À Nantes, il y a une centaine de personnes, c'est pas beaucoup. Et je voulais me lancer en freelance, en fait, c'est un de mes projets. Mais les gens ont un peu du mal et ils ont un peu cette notion d'être freelance ou être intérimaire, c'est vraiment... on est en bas de l'échelle. Et surtout, en fait, je pense qu'il y a un petit problème de confiance là-dessus, en fait. Ils auront plus tendance à favoriser quelqu'un qui est à plein temps, qui est chez eux et sur qui ils ont, entre guillemets, la vision et la mainmise, plutôt que des freelances et des intérimaires. Après, je ne sais pas comment on peut améliorer les choses. Je pense que plus il y en aura, mieux ce sera, en fait. Et peut-être que les gens, ils ouvriront les yeux sur le fait que c'est pas le seul mode de travail d'être en CDI, en fait. Alors, c'est pas forcément par rapport au temps de travail qui va peut-être défavoriser effectivement le fait de dire j'apporte plus à l'entreprise mais je fais du temps plein. Mais à temps égal de travail, on va dire, il y a une nette différence entre les freelances et les prestats et les internes, les internes étant plus considérés par les managers et les directeurs que les freelances et les prestats. Là-dessus, je pense qu'il faut que les entreprises aient une certaine intelligence et il faut leur rappeler que qu'importe la formule de travail qu'on soit intérimaire, prestataire ou pas, en fait, on est tous des développeurs et on travaille tous dans le même but, en fait.
J'ai connu ça, oui, dans une de mes entreprises où tu avais les prestats qui étaient dans un coin et les internes qui étaient dans l'autre coin. Là-dessus, il faut que les entreprises évoluent et qui soient un peu plus intelligents. C'est le sens de ma question, justement, de pousser à faire comprendre aux développeurs qui peuvent se lancer aussi dans le freelancing ou dans une scope ou dans un mode de travail, enfin un type d'entreprise différent d'un CDI, d'un CDD. Ouais. Là, c'est vrai qu'on n'a pas trop développé cette partie parce que jusque-là, on a surtout connu le salariat. Mais peut-être que ça évoluera avec le temps puisque moi, personnellement, je vais me lancer en freelance et puis on verra ce que ça donne, quoi. Bon courage. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On n'a plus de temps. Il reste 5 minutes. 5 minutes, ça marche. Ouais. Bonjour et merci pour votre conférence. C'est pas vraiment une question, c'est une petite remarque. Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est juste, à mon sens, pour compléter, moi, tel que je vis le bien-être au travail aussi, j'ai besoin d'avoir une stimulation intellectuelle permanente. Je pense que c'est hyper... Enfin, moi, je me retrouve là-dedans. Et de partager des valeurs communes aussi avec mon entreprise. De me retrouver dans les valeurs de l'entreprise. Si je ne crois pas au service que rend l'entreprise ou aux produits qu'elle développe, je ne vais pas pouvoir me sentir bien dans ce que je fais. Je pense que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Et pour être cette stimulation intellectuelle qui doit être constante, en fait. Que ça soit technique ou même fonctionnel, en fait, même métier. Voilà. J'ai pas de questions, je suis désolé. Okay. Non mais c'est intéressant, c'est chouette. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez développé justement cette partie-là de stimulation intellectuelle. Je crois que je l'évoquais quand je voulais parler de l'organisation des projets, dans le sens où est-ce qu'on a le temps d'apprendre, de continuellement apprendre. J'ai un peu oublié mon texte entre-temps, donc voilà. Mais c'est intéressant, merci pour ton partage. Okay. Et est-ce qu'il y a d'autres questions là-bas? Pour moi, c'est pas spécialement une question, c'est juste une petite remarque ou un petit truc. Donc, on parlait justement de comment faire de l'onboarding de nouvelles personnes, de la culture des, de la culture des équipes ou autres. Et nous, chez nous, ce qu'on a fait des chartes de fonctionnement d'équipe et des chartes de fonctionnement justement d'entreprise. Donc, c'est-à-dire en fait que dans notre équipe, on a défini les valeurs en fait qui étaient propres à notre équipe, la manière dont on avait de fonctionner, donc c'est-à-dire quand on n'est pas d'accord avec une décision, comment ça fonctionne, quand on se dispute entre nous, comment on gère le conflit, aussi comment on gère aussi tous les gens en remote, parce que souvent, enfin, vous en avez un petit peu parlé, mais le problème aussi c'est quand on est avec des personnes qui sont en remote, et ben, ça veut dire aussi que toute la culture de l'équipe doit se faire en remote, c'est-à-dire que quand on fait une réunion, ben, c'est pas une réunion Enfin, il faut vraiment toujours qu'il y ait une caméra, toujours qu'il y ait un laptop qui soit ouvert. Pareil aussi, enfin, il y a toute la culture du remote aussi implémentée. Donc ça peut être des pistes, je pense à toutes les entreprises, d'avoir justement une charte qui va permettre aussi pour les onboarding, en fait, les nouvelles personnes de venir. Par exemple, chez nous, on n'ouvre pas les mails le week-end. Ça, c'est une base. Voilà. On ne fait pas des mises en prod le 24 décembre. Voilà. Mais au moins, les gens en fait, qui arrivent... non, mais, des fois, des trucs comme ça où on défonce des portes ouvertes, mais pas forcément. Hein. Et en fait, du coup, ça va permettre aussi aux nouvelles personnes qui arrivent de comprendre comment on fonctionne et du coup, ne pas non plus se mettre la pression en fait, et se dire peut-être que chez eux, ils regardent leur mail les dimanches soirs, il va peut-être falloir que je fasse ça. Donc ça permet aussi de justement gérer sur la pérennité en fait, de la culture et aussi de s'assurer que tout le monde va bien en fait. Enfin bon, c'est juste une piste, donc ça s'appelle des chartes de fonctionnement d'équipe et après il y a sur les chartes de fonctionnement de l'entreprise, mais c'est des pistes, c'est pas mal. Ah, c'est chouette, c'est une sorte de wiki pour l'entreprise en fait. Oui, c'est ça, c'est un genre de wiki, mais c'est à la fois pour l'entreprise mais aussi pour les équipes. C'est-à-dire que chaque équipe, on a tous un peu notre culture et c'est ça en fait. Et quand justement il y a une nouvelle personne qui arrive, on lui demande de signer. Comme ça, la connaissance, elle sait le truc. Et voire même après, des fois, on n'est pas d'accord. On se dit, ouais, on écrit ça, c'est un peu naze. Et ben, du coup, on va dire, bon, on va faire une réunion, on va dire, ouais, on va peut-être le retirer. Ou ça, en fait, on va peut-être modifier ce paragraphe-là. Ça nous correspond pas trop, en fait. On n'est pas trop comme ça. Enfin, bon, c'est des trucs un peu débiles. Mais c'est bien, en fait. Enfin, ça permet vraiment de veiller les uns sur les autres aussi. Parce qu'il y a ça aussi, dans le bien-être au travail, il y a aussi, c'est pas que soi, c'est aussi faire attention à son collègue. Voir quand la personne n'est pas au top de sa forme personnellement ou autre, on va pas se lâcher dessus quoi. On va dire bon attends, on peut te laisser tranquille, hop, et puis nous on va faire notre truc d'un autre côté. Donc ça permet aussi la bienveillance entre nous. Yes. Merci pour ton partage. Merci. D'autres questions? Une dernière question? Une dernière, ok. Ce sera la dernière? Ça marche. Bonjour, merci beaucoup déjà. Comment vous arrivez à faire l'équilibre entre le fait de se challenger au travail, de ce défi intellectuel, et se retrouver dans des situations de pression
C'est-à-dire que c'est toujours intéressant de se relever des nouveaux défis, mais ça arrive de se retrouver dans des situations un petit peu angoissantes. Là, pour le coup, vous partez en indépendant. Comment vous arrivez à faire l'équilibre entre être sur le fil et en même temps pas tomber? Ta question, c'est... Tu veux répondre? Je sais pas. C'est comment faire l'équilibre entre se challenger et ne pas crouler sous la pression. Personnellement, j'ai toujours eu des équipes au top. On a toujours été bien soudés dans les équipes tech et les challenges, on les relève pas tout seul. On a toute l'équipe qui est derrière nous et c'est assez sympa de se dire quand t'es la tête sous l'eau, en fait, t'as l'autre qui dit je vais pas venir l'embêter, je vais lui apporter un café, je vais essayer de la faire rire pendant les pauses pour qu'elle se sente mieux. Je pense que oui, il faut se serrer les coudes et puis de toute façon à un moment on n'arrive plus et puis il faut dire stop. Mais avant d'arriver à ce moment, en fait, c'est te connaître toi-même, savoir à quel moment tu vas craquer et avant de craquer, te dire je mets une pause, je suis désolée, je vais pendant 2 jours, je vais en haut d'une montagne, je vais crier et puis je reviens dans 2 jours en forme, quoi. Mais je pense que c'est se connaître soi-même et savoir son point de rupture et ne pas l'atteindre surtout. Et compter sur les autres pour nous booster et puis nous relever. Bien, merci à tous. C'était la Merci à dernière tous. question.